On va continuer avec vous. Christophe Lucas, vous êtes vice-amiral d'escadre et directeur général adjoint de la Direction générale des relations et de la stratégie. La DGRI, vous avez un micro. Bonjour, parfait. Bonjour à vous. Quelle est la prise de conscience interne? Quelles sont les prises de conscience internationales et les actions qui sont engagées par nos partenaires, par les organisations internationales, cette fois-ci, si on quitte l'Union européenne? Effectivement, je pense que depuis quelques années, cette prise de conscience, elle est clairement accrue à l'échelle mondiale, et notamment cette prise de conscience entre le lien entre changement climatique et sécurité. Et plus spécifiquement, je pense pour les institutions de défense, elles ont commencé à voir véritablement ce changement climatique comme un défi qui est structurant et clairement stratégique. Structurant et stratégique parce qu'il y a à la fois des conséquences sur l'environnement stratégique dans lequel nous devons évoluer, sur la sécurité internationale au sens large, même sur notre souveraineté. On a commencé à en parler tout à l'heure quand vous avez pris la parole. Et puis très directement sur les missions que nous aurons à conduire. Et puis le sujet, je pense, a été abordé régulièrement sur les infrastructures, sur les équipements des forces. Pour nos partenaires et les prises de conscience de nos partenaires, si on commence par le premier d'entre eux dans sa détermination à affronter le champ de la sécurité climatique, c'est, je pense, aux États-Unis, avec notamment le département de la défense américain, qui a érigé en défi au rang de priorité de sécurité nationale ce changement climatique, et a lancé de nombreuses actions destinées, entre autres, à préparer l'appareil de défense américain à ce défi. En 2021, je pense que c'est un exemple qui est assez intéressant, il y a une étude qui a été conduite sous l'égide du directeur du renseignement national sur une National Defense Estimate sur les implications sécuritaires du dérèglement climatique sur les États-Unis. Il y a d'autres partenaires qui sont aussi clairement impliqués, qui se sont fortement impliqués dans ce domaine. C'est le Royaume-Uni, avec lequel nous avons tissé des liens très forts. Et Nicolas en est témoin. Et puis, certains États du Pacifique Sud qui sont structurellement extrêmement concernés par les changements climatiques. Et nous, finalement, nous connaissons bien ces enjeux, puisqu'avec nos territoires d'outre-mer, nous sommes aux premières loges aussi. Et je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande qui s'est clairement investie qui s'est mis en ordre de marche dans ce domaine-là. Mais ce ne sont pas les seuls, c'est pour citer quelques exemples. En matière d'organisation internationale, de premier plan, qui a aussi pris conscience de l'ampleur de ce défi, je ne reviendrai pas sur l'Union européenne, parce que Madame Engel l'a très bien fait et l'a remarquablement fait juste avant. Je voudrais en revanche mentionner l'OTAN. On en a touché quelques mots tout à l'heure, notamment sur la complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne, et notamment avec le plan d'action climat et défense qui a été adopté lors du sommet de Madrid en 2021 par l'OTAN, qui est extrêmement ambitieux et qui poursuit notamment plusieurs objectifs. Et on retrouve un petit peu des logiques qu'on a entendues jusqu'à présent. D'abord, permettre à l'organisation de développer ses capacités de connaissance. Je pense que c'est une démarche qui est systématique dans ce domaine-là. Et puis aussi de développer des capacités d'anticipation de l'impact du changement climatique sur la sécurité internationale. Et sur les infrastructures, et sur les opérations, et sur le domaine capacitaire, on retrouve toujours les mêmes approches. Dans les priorités otaniennes, il est clair que la guerre en Ukraine a réorienté quelques priorités au sein de l'OTAN, mais pour autant, la prise en compte du défi climatique reste une priorité qui n'est pas perdue de vue et qui doit s'inscrire, on le rappelle, avec les ambitions et les actions et initiatives qui sont prises au sein de l'Union européenne. Et je pense en particulier à l'ouverture prochaine du centre d'excellence à Montréal, du centre d'excellence de l'OTAN à Montréal. Nous parlions comment mieux faire travailler l'OTAN et l'Union européenne. Et je pense que ce centre d'excellence sera aussi un moyen de pouvoir développer des relations plus étroites entre l'OTAN et l'Union européenne sur ce domaine-là. Et évidemment, sur ce centre d'excellence, le ministère des Armées entend y jouer un rôle central. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. En parallèle de ça, au niveau des Nations Unies, ces dernières années, il y a eu la multiplication des débats sur cette thématique, notamment au sein du Conseil de sécurité, avec une marge de manœuvre limitée. Je ne vous referai pas l'exégèse de la situation du Conseil de sécurité aujourd'hui, et donc des blocages récurrents dans ce domaine-là. Malgré tout, la France a une diplomatie qui est extrêmement active et engagée dans ce domaine-là et milite sans relâche en faveur d'une mobilisation pleine et entière du Conseil de sécurité sur ce domaine. Je voudrais juste citer 3 propositions qui ont été faites par notre représentant permanent il y a quelques jours.
Tout d'abord, une meilleure transmission au Conseil de sécurité par les représentants spéciaux de l'impact des crises climatiques sur les zones les plus vulnérables dont ils ont la responsabilité. Une meilleure prévention des risques en renforçant notamment les mandats des missions des Nations Unies, afin qu'elles puissent être davantage en appui des pays les plus vulnérables. Et puis ensuite continuer à appuyer le travail sur le terrain des Nations Unies, et notamment via des conseillers climat, paix et sécurité qui sont déployés auprès des missions des Nations Unies. Voilà pour faire rapidement brosser la prise de conscience au niveau mondial. Comment le ministère a agi, enfin la DGRIS plus précisément, comment vous avez agi pour faciliter cette coopération internationale? Pourquoi c'est si important? Alors, nous avons développé, en particulier depuis 2015, parce qu'il y a eu un tournant très clair avec l'année 2015 et l'année de la COP dans ce cadre-là. Nous avons développé des liens, des partenariats solides et durables avec nos différents partenaires. Et avant de commencer finalement à parler de ces partenariats, je voudrais commencer à parler d'outils, et en particulier l'Observatoire Défense et Climat. Je pense que Julia Tass a dû en parler tout à l'heure dans son intervention. Je n'étais malheureusement pas là. Mais si les effets spéciaux sont bien faits, vous avez peut-être dû en parler. Et cet Observatoire Défense et Climat, qui est un observatoire qui est financé, piloté par la DGRIS et dont les travaux ont été confiés à l'IRIS. Ça s'est vite affirmé comme un instrument extrêmement précieux pour nous, un instrument de coopération internationale via la participation à des études conjointes, à des travaux de cartographie des risques faits au travers de cet observatoire. Je voudrais en citer un, en particulier en 2019, un travail qui a été fait, une étude qui a été faite sur les risques sécuritaires liés au changement climatique dans le Pacifique Sud à l'horizon 2030. C'est un travail qui a été mené notamment avec nos partenaires du SPDMM, le South Pacific Defense Minister Meeting, qui regroupe l'ensemble des pays du Pacifique Sud. Pour vous les nommer, pour situer un petit peu les membres du SPDMM, Fidji, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Tonga, Nouvelle-Zélande, France, Chili et Australie, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni étant des observateurs de ce SDPMM. Ça a donné lieu, sur la base de la conclusion de cette étude, à une feuille de route d'actions concrètes qui ont été adoptées à l'unanimité par les différents ministres du SPDMM. Alors, la crise sanitaire a un petit peu gelé la feuille de route en question, mais gageons que la présidence française du SPDMM, qui réunira d'ailleurs l'ensemble des acteurs à Nouméa tout début décembre, permettra de relancer les travaux avec nos partenaires et d'ajouter et de mettre cette feuille de route pleinement sur les rails. Le deuxième point, c'est les rencontres internationales de haut niveau auxquelles nous participons pour partager les résultats de nos études, évoquer les pistes communes. Alors nous le faisons dans les dialogues stratégiques bilatéraux que mène la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, mais également au travers d'un certain nombre de symposiums. La Marine nationale avait la présidence du symposium des nations de l'océan Indien, l'IONS, Indian Ocean Navy Symposium, entre 2021 et 2023. Et c'était l'occasion justement d'évoquer ces sujets et de placer notamment la sécurité environnementale au cœur des discussions de ce symposium. Et puis de façon générale, il y a également de façon globale, la France, via le ministère des Armées, s'est affirmé plutôt comme un État moteur et proactif sur ce sujet-là. C'est un leadership qui se matérialise par un certain nombre d'initiatives, dont celui qui avait été porté sur le forum de Paris pour la paix, avec une initiative qui était changement climatique et force armée, qui s'est développée à cette époque-là, avec à la fois une déclaration d'engagement et une feuille de route, avec plusieurs grands axes qui eux-mêmes ont certains travaux dont les grands axes ont donné la rédaction de la stratégie défense et climat. Quels sont les prochains jalons, les défis auxquels vous allez être confrontés? Alors les prochains jalons que nous allons avoir, clairement, c'est comment dire ça, la prise de conscience aujourd'hui des changements climatiques et de ces enjeux, elle est clairement substantielle et elle doit être entretenue au niveau ministériel évidemment, mais avec nos partenaires. Je voudrais dire c'est un défi opérationnel majeur. C'est une rupture stratégique, évidemment. Il ne s'agit pas pour les armées de surfer sur une vague verte. Je pense que tout le monde en est bien d'accord. Aujourd'hui, clairement, c'est d'être capable d'accomplir nos missions.
Donc c'est véritablement sur ce point-là qu'il faut avancer. Et la coopération, ça doit véritablement être notre boussole dans le travail que nous avons à faire avec nos partenaires. Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons rien faire tout seuls. Nous avons beaucoup à apprendre des autres. Nous avons beaucoup à progresser et à relever ce défi en commun. On peut travailler sur les travaux de prospective, sur l'échange d'analyse, sur la connaissance, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur un certain nombre d'actions concrètes et de réflexions concrètes. Comment nos partenaires ont-ils pu adapter leurs infrastructures? On est véritablement dans le benchmark et dans l'échange avec eux. Comment font-ils évoluer leur système d'armes? C'est en particulier vrai avec nos alliés. Comment faire face ensemble à l'augmentation des missions type HADR, donc humanitaires, qui sont appelées à augmenter, et c'est le cas des discussions qu'on peut avoir dans des forums internationaux, et de pouvoir agir ensemble, avoir des systèmes, enfin, pardon, à force de le dire en anglais, des SOPs, on le disait tout à l'heure, ce sont des procédures opérationnelles standardisées pour nous permettre de pouvoir déclencher très rapidement des opérations, d'être interopérables entre nous et de pouvoir être efficaces au premier instant, parce que ce n'est pas à ces moments-là qu'il faut apprendre à se découvrir. Voilà, c'est un défi de taille et je pense que tout le monde se met en ordre de marche, que ce soit au niveau bilatéral, multilatéral ou minilatéral, pour parler des différentes structures, et pour être au rendez-vous de ces grands enjeux.